Je vais essayer en peu de temps de montrer un maximum de choses que je pense qui viennent de Didier Dumas, qui ont été très importantes pour la psychanalyse en général et la psychanalyse transgénérationnelle en particulier. Alors tout pour vous dire, j'ai beaucoup de demandes de psychanalystes tout le temps. Tous les jours, je reçois des appels, des mails. Et puis aujourd'hui, j'ai reçu un mail. Il se serait bien marré avec un mail comme ça, parce que c'est un mail de 2 pages. Quelqu'un qui cherchait un psychanalyste et puis qui me dit, qui écrit dedans à un moment donné, elle est vraiment mal cette dame, et puis elle a eu un psychanalyste lacanien et elle dit c'était dur parce qu'il parlait jamais, puis elle dit un jour cette femme n'a pas parlé pendant une demi-heure et à la fin elle a dit elle est presque devenue folle. Ça, Didier Dumas, c'est quelque chose dont... C'était en plus, elle racontait sa vie, elle avait eu des abus sexuels, des choses comme ça. Et comment Didier Dumas, il sautera en l'air encore aujourd'hui de dire mais comment on peut ne pas parler à quelqu'un pendant une demi-heure jusqu'à la rendre folle. Donc il y a des choses bizarres dans la psychanalyse et Didier Dumas était vraiment quelqu'un qui a transgressé tout un tas de choses pour donner un coup d'intelligence et de frais dans la psychanalyse et beaucoup de choses importantes. Donc je vais essayer de vous montrer un certain nombre de choses. D'abord, on ne peut pas parler de Didier Dumas sans parler de la biographie. Donc le premier livre, je ne sais pas si vous voyez d'ici, enfin voilà, le premier c'est L'Ange et le fantôme, préface de Dolto. Le deuxième c'est Hantise et clinique de l'autre, très psychanalytique. Et puis après, Didier Dumas s'est aperçu que les psychanalystes ne le lisaient pas. Et donc il a écrit pour tout le monde. Et il s'est mis à écrire La sexualité masculine, Sans père et sans parole, vous voyez, L'enfant créa le père, La Bible et ses fantômes, et si nous n'avions toujours rien compris à la sexualité des ados racontée par eux-mêmes, c'est le dernier livre. Et puis des ouvrages collectifs. Premier ouvrage, donc je ne connaissais même pas, c'est dans les recherches, dans quel corps. J'ai vu qu'il avait travaillé à réapprivoiser la mort avec Patrice Van Hersel, Chamanisme et psychothérapie, où il y a Daniel Feumenbaum dedans. Françoise Dolto, c'est La parole qui fait vivre, où il y a un grand chapitre aussi. Et puis J'ai mal à mes ancêtres, c'est un livre très connu qui a très bien marché. Et il a fait deux préfaces, enfin celles que j'ai retrouvées. Une pour Anne-Marguerite Vexio, Un clavier pour tout dire, c'est à propos de la communication facilitée et de la psychophanie. Et aussi Philippe Sieka, La communication d'inconscient à inconscient, il a fait aussi une très belle préface. Donc, je vais tout de suite dire qu'est-ce qu'il a apporté Dumas très, très tôt. Et je dirais plus, il a vraiment systématisé son apport dans le deuxième livre, plus que dans le premier, dans L'Ange et le fantôme, donc c'est vraiment un livre majeur. Hein. Mais dans le deuxième livre qui était Hantise et clinique de l'autre, qui est très psychanalytique de l'époque, c'est-à-dire un peu difficile à lire, tous ceux qui le prennent disent c'est un peu dur à lire et tout, mais dedans, il plante l'étendard, je veux dire, d'une nouvelle psychanalyse. Et là, je vous ai mis juste une phrase qui est dans son introduction, qui déjà annonce très fort les choses. Hein, je vous lis, la métapsychologie freudienne offre un modèle de développement psychique de l'enfant, principalement axé sur l'intégration de la sexualité dans le rapport aux parents. Elle laisse en revanche dans l'ombre l'intégration de la mort et le rapport aux grands-parents. Elle ne donne quasiment pas de place à l'ancestral et au généalogique dans la constitution du psychisme. C'est extrêmement important parce que il va vraiment pointer quelque chose qui est fondamental, le transgénérationnel. Et le transgénérationnel, c'est pas simplement des arbres sur 6-7 générations, c'est déjà tenir compte des parents. Et Dumas est le premier, moi, que j'entends, et au début, honnêtement, j'étais pas sceptique, mais je disais, il y va fort. Il disait, Freud ne s'intéresse pas à la mère. Eh ben, il a raison. Je me suis aperçu dans mon dernier livre, j'ai fait 5 chapitres où j'ai montré que sur les 5 grands cas de Freud ne parlait jamais de la mère. Donc voilà un exemple il fallait être Dumas pour oser dire ça, et c'est important parce qu'en fait, il parlait pas de la mère et il parlait pas tout à fait du père non plus, puisque Dumas était un des premiers à en parler aussi. Alors, on est arrivé à une psychanalyse du sujet en omettant complètement que les patients avaient des parents. Et quand je vous dis ça, c'est tout à fait juste. Alors des psychanalystes diront non, c'est pas vrai, mais je peux vous dire que théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc Dumas est le premier, enfin un des premiers, il n'est pas le premier, mais il est vraiment un de ceux qui a commencé à dire il y a quelque chose qui ne collait pas, et notamment à ce propos-là. Et
tenir compte de la famille. Juste pour vous donner un exemple, par rapport aux enfants, le fait de recevoir les enfants, ça c'est quelque chose que faisait Dolto, de recevoir les enfants avec leurs parents. J'ai reçu dernièrement une petite fille qui avait fait 3 ans de psy toutes les semaines et qui, la première séance avec moi, découvre que c'est une petite fille que tout le monde trouvait anormale. Et en fait, à la première séance, la psy n'avait jamais pensé à faire les grossesses de la mère devant l'enfant. Et cette petite fille venait après une trisomique dont on avait avorté à 4 mois. Petite fille trisomique. Elle le savait évidemment, mais on ne lui avait pas dit. Donc tout le monde la trouvait anormale. Et vous voyez, c'est un exemple. Et cette femme, elle a été formée à la psy, à la fac, comme moi j'ai vu beaucoup. Là, je reviens de Strasbourg, on m'a dit qu'à la fac de Strasbourg, un prof recommandait de ne jamais recevoir les enfants avec les parents, sous prétexte que l'enfant était alors un sujet, et qu'il était considéré comme sujet. Donc vous voyez, même encore aujourd'hui, ça ne passe pas, cette histoire-là. Donc c'était très important chez Dumas, et au début, il a appelé ça l'impensée généalogique, à partir des travaux avec qui il a travaillé de Lucien Mélèze, qui a travaillé sur l'épilepsie, et petit à petit, c'est devenu le transgénérationnel, et surtout la clinique du fantôme, à partir des travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok. Donc, au début, ça ne s'appelait pas le transgénérationnel, ça s'appelait l'impensée généalogique. Et puis, la deuxième chose dont va parler Daniel Fomenbaum, et qui est très importante, qui était dans la petite phrase que je vous ai dite, c'est la question de la mort. C'est-à-dire, Didier Dumas est là, réellement pour moi, le premier à remettre la mort comme centrale dans la psychanalyse. C'est-à-dire que il faut comprendre, avec Freud, avec le tout sexuel, la mort était une question annexe. Or, surtout à partir des enfants et même des êtres humains adultes, hein, on sait très bien que les deux grandes questions, en tout cas des enfants, à partir de l'âge de 4-5 ans, c'est je viens d'où, c'est-à-dire comment je suis né, et je vais aller où, c'est comment je vais mourir. Et que cette question soit ignorée par la psychanalyse dans la théorie, surtout, et dans la pratique, est extrêmement même incroyable à penser, puisque c'est les questions, en vieillissant, la mort, on y pense tout le temps. Je veux dire, c'est extrêmement important parce que Didier Dumas est vraiment le premier qui remet au centre, en même temps que la sexualité, la question de la mort. Ensuite, ce que va faire Didier Dumas, c'est une ouverture incroyable. Daniel disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui faisait des ponts, Didier Dumas, et il va ouvrir le champ de la psychanalyse sur beaucoup de choses, et en particulier sur l'énergétique, hein, Daniel en parlera, sur le spirituel, sur le corps. Hein, ça, c'est des choses extrêmement importantes, parce que c'est des reproches. J'ai fait une émission de radio dernièrement, puis c'est Brigitte Lahaye, puis en coulisses, elle vient me voir, elle me dit, oui, les psychanalystes, le corps... Ils ignorent le corps. Hein, c'est une idée qu'elle répandait, c'est pas tout à fait juste, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si vraiment Didier Dumas remettait la psychanalyse là où elle veut être, c'est en connexion avec tout, et pas enfermé dans quelque chose qui serait une scène psychique qui se passe de la réalité et qui se passe de tout. Alors, voilà déjà des choses importantes, et Didier Dumas a amené encore autre chose au niveau de la psychanalyse, c'est le retour de l'image. Alors ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que Didier Dumas a parlé beaucoup de l'image, et en fait, en particulier avec la psychanalyse lacanienne, c'est une psychanalyse des signifiants et des signifiés, et qui a axé les choses sur les mots, ce qui est très bien d'axer sur la parole et les mots, mais à l'époque de Didier Dumas, quand lui suivait les séminaires de Lacan, par exemple, eh bien, on en arrivait à un point où les analystes, par exemple, n'ont plus interprété les rêves. Et donc, qu'est-ce qui était interprété ? C'était les mots. Et du coup, l'image est passée à la trappe petit à petit. Et je me rappelle Didier Dumas qui s'énervait en disant, quelqu'un lui avait dit, mais vous savez qu'on n'interprète plus les rêves. Et il avait dit à la personne, quel est ce on ? Quel est ce on qui dit qu'on n'interprète plus les rêves ? Ça a amené d'ailleurs aujourd'hui où beaucoup de psychanalystes ne savent plus du tout interpréter les rêves parce que donc on interprétait le discours, la parole. Et il y avait une coupure justement avec l'archaïque, avec le monde de l'enfance, avec le monde des rêves, qui lui passe par l'image. C'est extrêmement important parce que ça aussi, c'est une petite révolution à ce moment-là qu'apporte Dumas. Et donc ça, je vous l'ai résumé là, ce sont
les 4 premiers concepts vraiment importants, vous voyez déjà que Dumas a apporté. Alors ensuite, Dumas va s'emparer, et ça aussi c'est le talent, on va dire c'est comme le talent de Freud, hein. Le talent de Freud c'était de s'emparer de ce que faisaient les autres. Il ne pondait pas tout, il ne créait pas tout. Et Dumas avait ce talent-là, c'est à partir de l'originaire. Alors, quand on travaillait avec Dumas, il y avait à l'époque un mercredi par mois, un certain nombre de personnes, on se réunissait avec lui pour traiter de cette question de l'originaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'originaire? C'est l'état de l'enfant avant 3 ans où, en fait, il est, on va dire, il est le monde, il est ses parents, il est sa mère, il est son père, il est la chaise, il est la table. Et c'est extrêmement important quand on dit il l'est, c'est qu'il n'est pas du tout séparé du monde et que ça va amener énormément de choses. Et normalement, moi, Dumas tenait absolument à introduire ce concept. Alors ça vient de Pierre Aulagnier, une psychanalyste, c'est dans les années 75. Ce concept, il a été élaboré, mais personne ne s'en est emparé dans la psychanalyse réellement, au cœur de la clinique. Moi, je travaille complètement avec l'originaire. Quand je reçois des autistes, quand je reçois des psychotiques, des schizophrènes, on ne peut pas les comprendre sans le concept d'originaire. On ne peut pas comprendre des tas de choses. J'avais un enfant cet après-midi qui est psychotique, et ben il répète. Pourquoi il répète? Alors il répète, c'est-à-dire que je lui dis quelque chose et je lui dis tu fais pas ça, il me regarde et me dit tu fais pas ça. Bon, et qu'est-ce qu'il est? Il est en plein originaire. Il est en miroir avec moi. Il n'est pas encore distingué de moi. Il ne sait pas qui il est lui, qui je suis. Ça, c'est le concept d'originaire. C'est extrêmement important, c'est quelque chose qui est de l'archaïque, et quand Dumas introduit ça, c'est capital pour la psychanalyse. On ne peut pas interpréter un autiste ou un enfant psychotique sans le concept originaire, avec des concepts oedipiens. Il faut comprendre que la psychanalyse jusque-là était oedipienne, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe, est en fait quelque chose qui concerne une période plutôt de 5-6 ans que la période plus avant, et qui est en fait extrêmement importante pour tout le monde. C'est là qu'il y a beaucoup de carences, qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles. Donc, Dumas introduit ça. Ensuite, au niveau analytique, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre au début le complexe d'Oedipe. Moi, à la fac, j'avais appris le complexe d'Oedipe, freudien et tout ça. Et puis Dumas disait toujours, non, 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 le complexe d'Oedipe, c'est le moment où on intègre la sexualité et la mort. Et c'est absolument capital, c'est lui qui avait raison. Le complexe d'Oedipe avec papa, maman, la rivalité, tout ça, ce sont des choses pas si importantes que ça. Ce qui concerne un enfant à l'âge oedipien, c'est-à-dire qui commence vers 4 ans, on va dire à peu près 3,5, 4 ans, des fois avant, hein, mais globalement, c'est ça la grande période, c'est la mort et la sexualité. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, j'étais où avant? Ça, c'est la naissance. Et j'irai où après? Ça, c'est la mort. Et c'est quelque chose qui nous tient toute la vie et qui est extrêmement important. C'est le moment où on les intègre. Alors, que voulait dire Dumas à ce moment-là? Eh bien, que c'est très clair quand on a soi-même des enfants ou quand on travaille avec des enfants. Avant, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Et surtout, il n'y a pas de temps et pas d'espace. Et donc, la notion de temps, la notion de temps chronologique, par exemple, et la notion d'espace, c'est-à-dire ici, là-bas, tout ça intervient à ce moment-là. C'est donc, dans la période oedipienne, beaucoup plus important que le complexe d'Oedipe, qui, lui, se résout finalement assez facilement. Il suffit de renoncer à papa ou renoncer à maman pour aller voir quelque chose de beaucoup mieux ailleurs. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est le premier Dumas qui met ça en route. Et vous voyez, je pense à des choses que j'ai même pas mises là, mais par rapport justement au complexe d'Oedipe et au complexe de castration. Dumas est aussi le premier qui met en doute le complexe de castration, tel que Freud l'a dit. Et moi, je le fais maintenant complètement. Et Dumas est un des premiers à dire, mais moi, en analyse, j'ai jamais vu un homme qui avait peur d'être castré. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est une invention de Freud par rapport à son père, à lui, qui était abuseur, et que c'est la propre question de Freud, cette question du complexe de castration, et que, en tout cas, je demande aux analystes, pareil, qui viennent m'amener des choses qui me montreraient ce fameux complexe de castration, que moi, dans mon analyse, j'ai pas trouvé, que Dumas n'a pas trouvé avec personne, et il y a une espèce de mythe comme ça, et Dumas est le premier à le dire. Et quand il le dit, moi, au début, je me dis, oh, il va fort quand même, le complexe de castration. Non, mais attention, c'est un des piliers de la psychanalyse et tout. Eh ben non. Les hommes, ils étaient le premier à dire qu'il y avait des rêves d'hommes avec leur sexe qui s'envolait et que c'était pas du tout dramatique pour eux. C'est pas ça qui inquiète un homme forcément. Vous voyez, donc, il amène quelque chose d'incroyable, Didier Dumas. Ensuite, il va être
Alors j'ai fait une conférence pour Nasio dernièrement et c'était sur le père. Et puis Nasio m'avait invité parce que dans la suite de Didier Dumas, puis il m'a parlé de Didier Dumas qu'il admirait beaucoup. Et il m'a dit, vous voyez, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire une conférence comme ça, comme vous faites aujourd'hui sur le père. Et il disait, moi j'aimais beaucoup Dumas parce que lui, c'était quelqu'un qui parlait du père. Il confirmait donc que la psychanalyse ne parlait pas non plus du père. Alors, du père comment? C'est pour ça que je l'ai mis le père positif. La question du père en psychanalyse, chez Freud, c'est pas pareil chez Lacan, où elle est quand même plus positive, et Dolto et Dumas s'inspiraient quand même beaucoup de Lacan là-dessus, sur la question du père, hein, le père séparateur. Mais le père positif, c'est-à-dire, chez Didier Dumas, vous voyez tous les titres des livres, Sans père et sans parole, et l'enfant créa le père, c'est quelqu'un qui remet à l'honneur la question du père et son rôle majeur dans le développement de l'enfant, donc de la personne. Et ça aussi, eh bien, c'est Nasio qui me le confirmait, c'est que dans la psychanalyse, ça avait disparu. On avait beaucoup plus le père castrateur. Vous voyez, c'est l'idée du père dont on a peur et tout ça. Et Dumas était le premier aussi à dire, dans le complexe d'Oedipe, l'enfant, il aime trop son père pour avoir envie de le tuer. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a une confusion là-dedans, et surtout chez Freud, entre la période avant le complexe d'Oedipe, où l'enfant veut tuer son père, mais sa mère aussi, puis il veut tuer tout le monde même, à la limite. Mais au moment du complexe d'Oedipe, il n'a pas du tout envie de tuer son père parce qu'il aime beaucoup trop. Et c'est extrêmement important parce que cette question du père, Dumas la développe très bien. Et Ferenczi est un des premiers à dire que le père freudien, c'est le père de Freud et c'est pas les autres pères. Et voilà, Ferenczi écrit dans son journal, Freud voulait vraiment tuer son père. C'est-à-dire c'était la propre histoire de Freud. Donc cette question du père, elle est extrêmement importante chez Didier Dumas. Il amène quelque chose, une nouvelle notion, c'est la notion de duplication. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la psychanalyse avait l'identification. Et alors, à l'époque, les psychanalystes lui disaient, ça n'existe pas ce que vous racontez. Alors qu'est-ce que c'est que la duplication? C'est le fait que, moi pour l'expliquer, je dis toujours copier-coller. Vous voyez, un enfant avec ses parents, c'est copier-coller. C'est-à-dire, moins on lui parle, plus ça va être du copier-coller, c'est-à-dire on reproduit exactement ce qu'on fait à un fils qui reproduit ce qu'a fait son père, qui reproduit ce qu'a fait son grand-père. C'est le concept de duplication. L'identification est très différente, puisque dans l'identification, il y a une sorte de choix. On s'identifie à quelque chose chez quelqu'un. Là, c'est du copier-coller. Et pour vous donner un exemple de ce que disait Dumas, il disait au séminaire de Lacan, le problème n'est pas que les psychanalystes aient tous un nœud papillon, comme Lacan, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont un nœud papillon. Hein, c'est-à-dire, c'est extrêmement, je répète cette phrase, parce qu'elle était vraiment importante, et ça c'est quoi? C'est de la duplication, et c'est pas méchant. Moi aussi je duplique Dumas, on fait tout ça, mais moi je le sais. Je sais à quel endroit, j'essaie de savoir à quel endroit je le duplique. Et on essaye de ne pas trop dupliquer non plus, parce que quand on duplique, on prend le bon et le mauvais, et il vaut mieux prendre que le bon, parce qu'il y a toujours des choses pas terribles chez moi et les autres. Alors, donc voilà les 4 autres notions. Donc je vous ai mis l'originaire, le complexe d'Oedipe, la question du père en psychanalyse. Je vais bientôt arrêter, parce que ça va être le temps file, mais je vais finir quand même là-dessus. Maintenant, autre chose, ça aussi c'est important, c'est l'intégration de la sexualité physique dans la psychanalyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dumas parlait de sexualité. Et de sexualité au sens de sexualité physique, vécue. Et que Dumas est un des premiers à dire, moi je l'entends dire, mais les psychanalystes ne parlent pas de sexualité. Alors on va dire, non, pas du tout. Eh bien si, parce que les psychanalystes parlent de sexualité psychique. Mais ils ne parlent pas de sexualité physique, c'est-à-dire au sens, et surtout dans leurs valeurs. Ce que, vous voyez le livre « Si nous n'avons rien compris à la sexualité », c'est la façon vraiment dont Didier Dumas parle de sexualité et crée des groupes de parole sur la sexualité. Et c'est aussi le premier à dire, mais les psychanalystes ne parlent pas de sexualité, c'est pour ça que les personnes doivent aller faire des groupes de parole sur la sexualité. Hein, donc, il remet en honneur cette sexualité un peu dans la filiation de William Reich, hein, mais qui était un des premiers à en parler dans la psychanalyse et qui a été très vite banni. Et ensuite, on est amené à une psychanalyse qui dit qu'il y a du tout sexuel et qui en même temps esquive la question de la sexualité.
Dans l'émission que je viens de faire avec Brigitte Lahaye, je vous citerai pas qui, c'est un grand psychanalyste, prof de la fac et tout ça. Et elle m'a dit, quand Brigitte Lahaye, vous savez, c'est les émissions un peu coquines, quoi, et tout ça. Et elle dit, elle a évoqué un truc devant lui, ce psychanalyste, pendant l'émission. Elle a dit, elle n'a jamais vu un homme aussi rougeau de crainte et de timidité d'avoir entendu parler, on aurait dit, une vierge effarouchée. Elle était étonnée. Elle me dit, bizarre pour un grand psychanalyste comme ça, qu'elle a l'impression que ça lui mettait trop d'émotion. Là. Je ne sais pas de quoi elle parlait, bah, c'est un peu hard, hein. Elle parle de je ne sais pas de quoi, mais bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est décalé par rapport à ça. Et Dumas remet ça en l'honneur. Ensuite, je vais finir là-dessus. Dumas va intégrer on va dire dans la psychanalyse transgénérationnelle, dans ce qu'on pourrait appeler aussi la psychogénéalogie, la psychophanie, ou la communication facilitée. Donc, je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ce soir. Mais ça, c'est extrêmement important aussi, parce que ça va être capital, surtout sur la question de transmission d'inconscient à inconscient. Voilà, encore un exemple. Alors ça, c'est pas Dumas qui l'invente, c'est Nicolas Abraham et Maria Torok qui seront les premiers à parler de transmission d'inconscient à inconscient, mais Dumas a vraiment développé ça, et surtout à travers la psychophanie, qui permet dans le jardin d'idées de faire justement, de comprendre les arbres généalogiques, de comprendre des choses, juste pour vous dire, la psychophanie, donc il y a une communication facilitée sur un clavier, on peut faire parler les ancêtres comme ça, un peu comme une écriture automatique. Et pour vous dire, j'ai trouvé sur ma propre généalogie des choses, que j'ai travaillé pendant 15 ans, il y a une partie que j'ai trouvée en psychophanie, et un cousin vient de m'appeler que je ne connaissais pas, enfant naturel de mon oncle. Et tout ce que j'avais frappé en psychophanie, il me l'a annoncé, il le savait par son père. C'est un des secrets de la famille. Moi, j'ai mis 15 ans à les retrouver, si j'avais su. Son père est mort et lui me dit « Ah, mais mon père m'avait dit ça. Mais mon père m'avait dit qu'il y avait ce secret et tout ça. » Donc, pour vous dire, la psychophanie est un outil vraiment très, très, très puissant. Et puis, donc, pour finir, l'intégration des rituels amérindiens et des rituels, on va dire, dans la psychanalyse transgénérationnelle, ça c'est extrêmement important aussi, c'est-à-dire que c'est l'ouverture sur, alors, entre guillemets, ce qu'on appelle le chamanisme, mais sur une autre dimension de l'esprit, et qui est extrêmement importante, même dans ce qu'on appelle la guérison. C'est-à-dire, Daniel Fommo parlait tout à l'heure de la question de la guérison en psychanalyse. Pour moi, elle est au centre aussi, elle est majeure, c'est-à-dire la psychanalyse doit guérir, sinon elle doit se réformer, si elle n'y arrive pas à guérir. Il faut qu'elle y arrive. Donc voilà, c'est ce que réintroduit aussi Didier Dumas. Puis voilà, je vais arrêter là pour vous dire, je crois que j'ai balayé pas mal de choses, puis ceux qui vont me suivre vont continuer cette route-là.